la question du fonctionnement de l'oreille, des pathologies de l'oreille, en essayant de séparer les pathologies, les maladies de l'oreille moyenne, qui sont globalement accessibles à une réparation chirurgicale, et les pathologies de l'oreille interne, qui le sont, mais de manière différente. On n'est pas dans une chirurgie réparatrice, mais dans une chirurgie, je dirais presque palliative, c'est-à-dire qu'on va essayer de compenser la perte des cellules nerveuses par notamment les techniques d'implant. Et puis bien entendu les perspectives d'avenir que sont la thérapie génique et cellules souches. Alors, tout ce qui est chirurgie est parfaitement applicable évidemment maintenant. La technique des implants cochléaires, c'est-à-dire la technologie qui utilise l'énergie électrique pour pallier l'absence de cellules neurosensorielles dans les surdités d'oreille interne, c'est une technologie qui est déjà très évoluée, qui pourra évoluer dans un deuxième temps avec l'apparition des techniques par LED, où la transmission de l'énergie ne se ferait plus par électricité, puisqu'on est un peu bloqué par la quantité des électrodes qui sont au nombre de 22 maintenant, mais des techniques par LED, mais qui nécessitent aussi une manipulation génétique. Donc on n'en est pas encore là, ça c'est quand même la technique d'avenir et de futur, un après-demain, je dirais, pas tout de suite. On n'est pas dans un transhumanisme, hein. Le transhumanisme c'est une médecine ou une chirurgie d'augmentation, alors que ce dont je vous parle, c'est une médecine ou une chirurgie d'amélioration. On est toujours dans une médecine ou une chirurgie thérapeutique, c'est pas la même chose. Mais il y a le risque de dérive, évidemment, après, vers le transhumanisme. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est vous parler donc de l'oreille. Le principe de ma présentation, c'est de vous parler de l'oreille en général, c'est-à-dire d'abord comment elle fonctionne, et puis essayer d'aborder les différents sujets de réparation. Ah, elle est connectée. Voilà. Alors je vous présente juste la clinique. La clinique COS, c'est une clinique qui est spécialisée à l'origine dans la chirurgie de l'oreille, qui est connue dans le monde entier. Je dis ça très facilement parce que c'est bien antérieur à moi, avec des patients qui viennent du monde entier pour cette chirurgie particulièrement de l'oreille. Et elle est située donc près de Béziers. Elle était dans Béziers il y a longtemps. Elle a changé d'endroit pour être dans un petit village à peu près équivalent de Néoul. Et elle est installée donc aux portes de Béziers. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un établissement privé, mais c'est un établissement privé un peu hors norme. C'est-à-dire qu'il a, dans le segment en particulier d'autologie, on a évidemment la fonction de soins et de traitement, mais aussi beaucoup de formation dans l'enseignement et dans la recherche, puisque j'ai travaillé beaucoup avec l'Institut Pasteur à Paris et avec l'Institut génétique moléculaire à Anvers, il y en a eu d'autres aussi. Tout ça est lié au fait de cette renommée qui permet de générer une grosse activité chirurgicale. Et dans les publications que nous effectuons au sein de ce département d'autologie, les plus grosses séries mondiales sortent de cette clinique située dans un petit village comme Néoul. Donc, monsieur le maire, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour quelque chose. Voilà, donc je vous disais ça juste en introduction. Et puis, on va donc maintenant aller un petit peu plus loin. Alors, juste très rapidement, un petit passage dans l'histoire, parce que l'oreille a toujours été un organe qui a fasciné les gens dans l'Antiquité, et dans l'Antiquité égyptienne déjà. Pensaient que le souffle de vie rentrait par l'oreille droite et que l'oreille gauche c'était le souffle de la mort. Donc c'est une très belle image, une très belle métaphore, il y en a deux. Et ensuite évidemment les choses ont évolué. Pythagore a été le premier à pouvoir imaginer que les vibrations des instruments étaient perçues par l'oreille et rentraient dans l'oreille. Et puis Hippocrate bien sûr, qui pour nous reste un symbole fondamental, qui est le premier à avoir commencé à décrire les cavités tympaniques, le tympan, la membrane, à une époque où on pensait que la respiration se faisait par l'oreille. Donc oui, c'est une époque intéressante. Et puis ensuite Platon, qui pensait que c'était l'évolution vers le siège de l'âme. Alors c'est intéressant parce que lorsque vous regardez l'oreille, vous regarderez bien ce soir avant de vous coucher dans la glace, c'est quand même un organe que vous voyez tous les jours, qu'on oublie, mais l'extérieur de cet organe est quand même assez exceptionnel. C'est pour ça qu'il a attiré beaucoup d'intérêt depuis l'Antiquité, parce que la forme est très spéciale et ce n'est que l'oreille externe. Et intéressant de savoir également que ça a été le premier organe à être utilisé comme support de joyau avec le petit persil, donc ça a été fait la première fois dans l'oreille. Alors évidemment il y a eu quelques excès ensuite avec des déviations de l'origine historique de l'oreille. Enfin bon, c'est comme ça, il y a des choses qu'on contrôle moins. Alors, mais je voulais juste m'arrêter sur lui parce que c'est intéressant. Aristote, c'est le premier qui va parler du lien entre l'audition et l'intellectuel. Vous le savez tous maintenant que l'audition, entendre, permet le langage et permet l'interaction entre les personnes. Et cette phrase, l'influence sur la vie intellectuelle et spirituelle de l'individu, c'est vraiment ce qui définit, je crois, l'importance de cet organe d'essence, probablement, à mon sens, plus important
que l'œil en termes de relation entre les personnes, puisque évidemment le contact entre les gens et les interactions se fait d'abord par l'oreille. D'ailleurs, au niveau de l'enfant, l'apprentissage du langage, le développement intellectuel se fait grâce à l'audition, avec toute la plasticité neuronale, vous savez, les neurones qui s'articulent et qui font des interconnexions provoquées par l'audition. C'est pour ça que les surdités prélinguales, c'est-à-dire avant la naissance, sont importantes. Alors ça, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, tout ça, on le sait, l'isolement, la frustration, on sait tout ce que ça va créer. On sait aussi depuis maintenant quelques années que les problèmes de surdité chez les personnes âgées entraînent une chute cognitive, c'est-à-dire une chute vraiment intellectuelle et de rapport avec les gens. On sait aussi maintenant, de façon assez claire, il y a des publications qui ont été faites là-dessus, l'influence de la surdité sur la maladie d'Alzheimer notamment, et d'autres dégénérescences. Donc la position de l'audition est un élément important. Alors qu'est-ce que c'est que l'audition? Finalement, j'ai voulu vous donner quelques exemples qui me paraissent forts, puisqu'il y a ce que je viens de vous dire, l'apprentissage, du langage, etc. Mais c'est un organe des sens, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir ressentir et vivre à travers ce que l'oreille vous offre. Alors, juste quelques exemples. Pas fort. Bon. Du dernier jour de Célèbre qui n'avait pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Alors, c'est évidemment des émotions qui portent. Il y en a d'autres, Alors, qu'est-ce qui marque là-dedans? Évidemment, il y a l'image, la force de l'image, on peut penser à ça, mais la force de la voix, de la musique et du message qui passe à travers me paraît plus important, et on peut d'ailleurs le vérifier. Vous voyez, si je vous passe ça, c'est la même chose, mais l'émotion n'y est plus. Et on peut ensuite avoir exactement la même chose, sans image. Donc l'image est toujours aussi forte. Le sens de l'audition, je crois que se trouve dans cette zone-là, dans cet élément-là. Alors évidemment, il y a des exceptions, des contre-exemples, là c'est sûr. Enfin, ils sont là. Ça, c'est un contre-exemple. Voilà, alors, quelques chiffres juste avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est intéressant de voir que c'est quand même un vrai sujet de santé publique. Vous voyez le nombre, 360 millions de personnes avec une surdité incapacitante. Je vous parlerai des différents degrés de surdité. Incapacitante, ça veut dire à un certain degré de 40% de surdité. Donc 22 millions d'enfants, évidemment une disparité en fonction des pays, vous le comprenez. Les pays riches, les pays du Nord sont moins atteints, puisque les soins sont plus importants. En France, quand même 5 millions, avec une grosse partie de surdité professionnelle, la répartition par l'âge, évidemment, vous voyez bien que la majorité reste chez les personnes âgées, ça on le comprend, et quand même, une naissance sur 1000, un enfant naît sourd dans le cas d'un sur 1000, ce qui est quand même un élément important. Et ça, c'est évidemment un problème de santé publique important, parce qu'il va falloir les prendre en charge, on le verra tout à l'heure. On estime qu'en 2050, 1/10 de la population sera atteinte de problèmes de surdité. Ça, c'est une estimation par l'OMS. Alors, les différents degrés, l'audition normale, vous la voyez, elle est considérée normale jusqu'à 20 décibels. C'est-à-dire que si vous avez moins de 20 décibels de perte, à peu près, on va considérer que vous n'avez pas de perte auditive. Et on peut donc entendre, vous voyez, c'était un schéma qui était intéressant, les oiseaux, les feuilles qui tombent. Ensuite, on passe à une petite surdité, ce qu'on appelle la surdité légère, jusqu'à 40 décibels, où là, on commence à avoir quelques syllabes qui vont perdre. C'est pour ça qu'on commence, vous voyez, les F, les S, tout ce qui est dans syllabes aiguës, en général ça commence, d'ailleurs les pertes commencent dans les fréquences aiguës, et on commence à avoir des petites difficultés, notamment lors de conversations à plusieurs. Alors la surdité moyenne n'impacte pas François-René Duchac, toujours pas, puisque vous voyez qu'on entend le piano, on entend les instruments, mais entre 40 et 70 dB, ça commence à devenir difficile. Et puis, bien sûr, la surdité sévère à 90 dB, et puis la surdité profonde. Là, vraiment, on n'entend plus rien. Vous voyez, les images sont fortes, on n'entend pas l'avion, on n'entend pas le marteau-piqueur, ni le camion, ce qui donne des problèmes de sécurité. Alors là, je suis un peu embêté parce que je voulais vous passer ce petit extrait qui est très parlant. Je vais essayer de voir si ça... Parce que ça permet de... Je crois que ça doit être... Bon, ça
Ça va. Donc on va le passer. C'est un petit montage qui a été fait. Alors j'ai pas trouvé malheureusement le montage français, c'est en anglais, mais peu importe. Vous allez comprendre l'évolution des choses en fonction des différents degrés. Sure is. What plays are they showing? I think it'll be the one we saw last year. Do you remember? Yes, I do. You were going to see it again. Hey, so good. It's probably worth it. It was interesting to see they do that today. The director's relatively unknown as well. And the rest of the we can see that today. Good. Let's ask my friend. I'll find out who's interested. Okay. I'll talk to the hospital. Oui, c'est vraiment un mélange de sons. Et là, alors, on va arriver à la sonorité profonde, là, on n'entend plus rien. Voilà, c'est le silence. Donc le monde, on est coupé du monde évidemment là, hein, et on est à un niveau où les appareils auditifs malheureusement n'apportent pas une solution aussi idéale que ce qu'on aimerait, mais on va parler après des implants cochléaires. Alors ça, je vais passer un peu rapidement parce que c'était intéressant de vous montrer voilà, on va passer à autre chose parce que c'est mieux. On va passer directement sur ce qu'est l'oreille humaine avec donc les différentes perceptions. Donc vous voyez, l'oreille humaine perçoit entre 20 et 20 000 Hz normalement, mais évidemment après les choses vont changer, les fréquences aiguës vont baisser en comparaison avec les autres mammifères marins et terrestres avec des différences qui sont quand même assez nettes. Donc nous on est quand même pas mal placés, jusqu'à 20 000 Hz c'est intéressant, mais on s'en rend pas tellement compte. 20 000 Hz c'est quand même presque dans les ultrasons. Alors, ensuite, alors maintenant je vais vous présenter quand même l'oreille, le fonctionnement de l'oreille, mais d'abord l'anatomie. Je suis obligé de passer par l'anatomie pour vous faire un petit rappel sur les différentes parties, parce qu'après, quand on va rentrer un petit peu plus dans les détails de traitement, il faut avoir quand même un tout petit peu vu les différentes parties. Alors, vous savez que l'oreille est divisée en 3 parties, externe, moyenne et interne. L'oreille moyenne, c'est donc le tympan et les 3 osselets, marteau, enclume, étrier. Et l'oreille interne avec cet organe absolument exceptionnel, la cochlée, et puis tout à fait en haut, le vestibule, qui est l'organe de l'équilibre. Et puis derrière, vous voyez 2 nerfs qui sont branchés, le nerf de l'équilibre en haut et le nerf auditif, le nerf cochléaire en dessous, qui lui se connecte à la cochlée. Alors, un voyage dans l'oreille commence par cet exemple-là. Donc le conduit auditif est déjà un élément important, jusqu'à la membrane tympanique. Il sert de tuyau d'orgue, hein. Le conduit sert à quelque chose. Il permet d'orienter la vibration vers le tympan. Et les zones du tympan vont vibrer. Ça, c'est pour Alain, j'ai choisi la 9e symphonie à titre d'exemple. Mais c'est intéressant parce que vous allez voir, c'est une dynamique des osselets avec les 3, donc le marteau, l'enclume, l'étrier, qui sont articulés l'un à l'autre. Vous voyez que le marteau est collé au tympan. Et vous voyez ces vibrations extrêmement minimes. Elles sont en fait à l'échelle moléculaire, hein, lorsque le son passe. Mais ce qui est quand même exceptionnel, c'est que ces 3 osselets vous permettent d'entendre la 9e symphonie, ce qui est quand même fabuleux. Voilà, alors ils sont sur un axe qui est toujours de ce type, donc ils tournent sur cet axe, fonctionnent sur cet axe-là. Et puis, ils sont en suspension, c'est intéressant ça. Les 3 osselets sont en suspension, avec un système ligamentaire très fin qui les attache, qui les maintient et qui leur permet d'avoir une certaine liberté. Voilà, on arrive ensuite au dernier, qui est l'osselet qui va fonctionner à travers une fenêtre qui s'appelle la fenêtre ovale. Elle est ovalaire, hein, donc on voit très bien. Et il va transmettre les sons, évidemment, à l'oreille interne. Alors l'oreille interne, c'est ça, avec donc la partie gauche, le vestibule, et la partie droite, la cochlée. On va s'intéresser à la cochlée. L'ensemble de ces éléments est rempli de liquide qui va permettre la transmission des ondes sonores. Ça, c'est un petit schéma pour vous montrer que l'étrier ne fonctionne pas comme ça. Il doit fonctionner en vertical, et quand on reconstruit la chaîne des osselets, il faut tenir compte de ça quand on met des petites prothèses. La fenêtre ronde, en bas, elle vibre en opposition de phase par rapport à l'étrier. Vous allez comprendre. Les sons partent de l'étrier, montent dans la cochlée et redescendent et viennent à cette fenêtre. Donc voilà la cochlée. Alors cette cochlée, c'est donc la partie droite. Elle contient du liquide avec 2 rampes. Et vous voyez que vous allez voir le son monter dans une rampe. Il monte jusqu'à l'apex, jusqu'en haut de la cochlée, pour redescendre ensuite de l'autre côté, arriver donc à cette fameuse fenêtre ronde. Mais évidemment, tout ça c'est simplement une transmission mécanique des sons, et il faut bien à un moment donné transformer ces sons mécaniques en ondes électriques. Et c'est ce qu'on appelle la transduction mécano-électrique.
elle se situe dans un canal qui est entre les deux, vous allez voir, ce qu'on appelle le canal cochléaire, qui est là, avec à l'intérieur un organe absolument exceptionnel, qui est l'organe de Corti, celui qu'il a évidemment disséqué et trouvé. Voilà, il est à l'intérieur entre les deux chambres, donc les deux rampes que je vous ai montrées, avec le signal qui monte en haut et qui va en bas. Il est entouré de membranes, et ce sont les vibrations des membranes provoquées par l'arrivée des ondes sonores qui vont mettre en mouvement, qui vont mettre en action cet organe que vous voyez en bas, qui est l'organe de Corti. Voilà, l'organe de Corti est ici, et cette membrane qui est au-dessus, vous allez la voir, c'est elle qui provoque la transduction mécanoélectrique et qui va entraîner une dépolarisation et créer des ondes électriques qui vont monter vers le cerveau. Voilà, vous avez bien entendu, tout le monde le sait, vous avez des cellules ciliées, il y en a deux catégories, internes, externes, 3000 cellules ciliées internes, 12 000 cellules ciliées externes, elles sont connectées à la membrane qui était au-dessus, et vous voyez ces petits cils, évidemment, c'est ce qu'on appelle les stéréocils, vont être mis en mouvement par les mouvements des ondes sonores à travers les liquides. C'est quand même exceptionnel, c'est quand même extraordinaire, ce sont les mouvements des cils qui vont entraîner une dépolarisation et qui vont déclencher l'influx nerveux. Vous voyez cette interconnexion extrêmement complexe qu'on n'a pas encore réussi à comprendre d'ailleurs, en tout cas pour les cellules ciliées externes. Ce qui est plus intéressant, et ça pour François René c'est intéressant, la tonotopie c'est comme un gigantesque clavier d'instrument, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où se trouvent les cellules, elles captent des fréquences différentes. Tout à fait en haut sont les sons graves, et plus on va vers le fond, la fin du canal, plus elle se spécialise dans les sons aigus. C'est ce qu'on appelle la tonotopie, et là aussi c'est miraculeux, c'est un instrument fabuleux. Donc vous voyez, par exemple, sur un mouvement d'un nervier, eh bien, la perception se fait à tous les niveaux. Ce qui est exceptionnel, c'est que ça se fait en temps réel, avec des milliers de notes ou de différences de tonalité qui interviennent dans le même sens. Voilà. Donc ça, c'était le voyage, on retourne en arrière pour sortir de là. Mais je trouvais que c'était une belle illustration du fonctionnement de l'oreille et pas seulement de l'anatomie, dans son fonctionnement. Évidemment, déclencher ça tout le long, alors ça fonctionne tout le long de la courbe. Et par-dessous, les cellules captent ces éléments et transfèrent en permanence. Et là, moi, je suis en train de vous parler sur la musique et d'autres cellules interviennent pour transformer ma voix et j'espère que vous l'entendez. Voilà. Alors ensuite, on va continuer pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà la tonotopie, nous sommes ce gigantesque clavier, et là on l'a vu tout à l'heure, donc les basses fréquences tout à fait en haut et les hautes fréquences en bas. C'est d'ailleurs l'un des éléments compliqués pour, on en parlera tout à l'heure, la réparation de l'oreille interne, parce qu'il va falloir tenir compte de la tonotopie. Alors, entendre, on l'a vu, entendre c'est l'oreille, c'est la base, mais écouter c'est autre chose. Écouter d'ailleurs ça sort de mon contexte puisque c'est le cerveau, donc évidemment ce nerf auditif envoie des informations au cerveau jusqu'au niveau d'une zone temporale, le côté gauche ou droit du cerveau qui va percevoir les ondes sonores. En réalité c'est assez faux. On s'est rendu compte que la perception auditive se fait à différents niveaux du cerveau et c'est tellement compliqué, il y a tellement d'interconnexions nerveuses qu'il est quasiment impossible de rendre quelqu'un sourd, même avec une résection tumorale large. Donc ça c'est quand même un élément fabuleux, il y a de nombreuses interconnexions qui les relient. Alors, le cerveau auditif c'est intéressant, je ne vais pas rester longtemps, mais vous avez donc plusieurs relais qui ensuite amènent le son qui est donc maintenant devenu de l'électricité dans ces zones centrales auditives, avec plusieurs relais qui vont aussi jouer un rôle dans l'amplification et dans le traitement du signal. Et puis vous avez surtout dans ce cerveau auditif, le cerveau dit secondaire, qui lui, ou réticulaire, qui a un rôle un peu différent. En particulier, c'est lui qui vous permet de lire un livre tout en écoutant de la musique, parce que ce système-là est capable de sélectionner la partie qui apparaît primordiale et qui va vous permettre donc de concentrer votre attention sur le livre tout en écoutant la musique en arrière-fond. Donc c'est un système extrêmement complexe. Vous savez, c'est ce qui se passe très bien avec les adolescents, ça. Très bien développé quand vous leur dites de débarrasser la table ou le lave-vaisselle. Eux, ils savent très ils ont bien développé le système réticulaire. Voilà, donc ça c'est aussi merveilleux. Alors ensuite, le bruit, je parle quelques mots parce que c'est évidemment un élément qui intervient. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans ce qui est traumatisme sonore. La première phase, c'est ça. C'est-à-dire que quand on stimule trop fort l'oreille, la connexion nerveuse souffre entre chaque cellule, s'il est interne, et la terminaison nerveuse. La synapse, c'est-à-dire la connexion nerveuse, finit par éclater et finit par s'arrêter de fonctionner. Mais à ce stade,
c'est encore réversible. Alors c'est les acouphènes qui apparaissent, c'est la baisse d'audition transitoire, mais si on s'interrompt, si on ne va pas plus loin, ça refonctionne. Par contre, l'étape suivante est plus embêtante, puisque là, dans l'étape suivante, on va toucher directement les cellules. Alors vous reconnaissez ces cellules, vous avez déjà vu cette image, les cellules ciliées internes, les cellules ciliées externes. Et là, on va avoir une atteinte réelle des cellules qui devient irréversible. C'est ça, cette phase-là est irréversible. Vous voyez le curseur en bas qui monte dans l'intensité avec ce mouvement des cellules qui devient de plus en plus fort. Et vous voyez les MP3 qui commencent à être agressifs avec des cassures sur les cils qui sont donc irréversibles au fur et à mesure où on augmente l'intensité sonore. Ce qui intervient d'ailleurs, c'est l'explosion, c'est le blast, c'est encore pire. Et ce qui est important, c'est l'intensité sonore et c'est aussi l'exposition à l'intensité sonore, c'est-à-dire la durée de l'exposition est fondamentale également. Alors, voilà, donc par exemple des exemples, ça ce sont des images en microscopie électronique qui ont été faites à l'INSERM à Montpellier, ils ont fait beaucoup de travaux sur l'oreille interne. Donc vous voyez les trois rangées, donc là c'est une cochlée normale, vous allez voir c'est très facile à voir, le traumatisme sonore d'un premier niveau qui n'est pas très important, on commence à voir une petite désertification de certaines cellules, à ce stade-là, il y a quelques gènes auditifs qui peuvent s'installer, mais ce n'est pas encore très grave. Si on monte l'intensité, on voit une atteinte de plus en plus importante des cellules, jusqu'au niveau 3, où là, ça devient vraiment... alors, je vous rassure, hein, ce ne sont pas des humains, hein, ce sont des cobayes, hein, on ne fait pas ça chez les humains. Mais enfin, c'est quand même exactement ce qui se passe chez nous en cas d'exposition. Et puis l'explosion, alors là, c'est... vous voyez, donc exposition à 130 dB pendant 30 minutes, là, on a une destruction complète de la cochlée, on a une surdité totale. J'ai eu, moi, dans mon activité professionnelle, des jeunes, je me rappelle très bien d'un jeune adolescent qui avait été à un concert et qui avait été dans un concert normal, pas protégé comme ils le sont la plupart du temps, et qui est sorti de ce concert avec une surdité totale bilatéralement. Il avait 20 ans, une catastrophe. Donc c'est quand même très compliqué. Il y a évidemment sûrement des facteurs génétiques qui interviennent et qui font que certains vont être plus fragiles que d'autres. Mais enfin, c'est un message qui a du mal à passer hein, chez l'adolescent, ça c'est certain, mais c'est quand même un point important. Donc les différents degrés d'intensité sonore, il faut simplement retenir qu'au-delà de 90 dB, c'est des zones dangereuses, mais vous voyez que le baladeur, il est au contact de ces zones dangereuses. Donc réellement, les baladeurs sont un danger pour l'audition des jeunes enfants. Alors, on peut se poser la question, maintenant je crois que c'est ça qui est intéressant de vous présenter, qu'est-ce qui est réparable dans tout ça? Parce que c'est une question qui revient régulièrement. J'ai une surdité, docteur, est-ce que ma surdité est réparable? Sous-entendu, est-ce qu'elle est opérable? C'est la grande question. Alors en fait, pour schématiser, il faut savoir que l'oreille moyenne est opérable, l'oreille moyenne est réparable, alors que l'oreille interne, c'est plus compliqué, mais on va y venir, il y a quand même des possibilités d'action. Alors la chirurgie de l'oreille moyenne, je vais vous en parler puisque c'est quand même mon activité, avec donc ces trois osselets, vous l'avez vu tout à l'heure, donc on va agir là-dessus, et je vais vous parler d'abord de l'autospongiose, qui est ma spécialité, c'est une maladie héréditaire qui est transmise préférentiellement par les femmes, transmise par les deux, mais il y a une dominance féminine pour des raisons hormonales, enfin je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça c'est ce qu'a fait d'ailleurs la renommée à l'origine de la clinique COS. Donc c'est une maladie héréditaire qui est assez fréquente tout de même. Et puis je vous parlerai aussi de la reconstruction des osselets en vous montrant quelques exemples, c'est-à-dire la reconstruction des osselets, qu'est-ce qui provoque l'atteinte des osselets et du tympan, bien entendu parfois. Alors c'est essentiellement les otites, mais on peut aussi avoir des problèmes de traumatisme ou aussi de malformation congénitale. Alors, vous voyez donc la taille des osselets par rapport au doigt, et cet étrier qui est le dernier concerne l'autospongiose, c'est l'osselet le plus petit ou l'os le plus petit du corps. Et c'est quand même extraordinaire d'imaginer que c'est ces trois petites choses qui vous permettent d'entendre la 9e symphonie ou de percevoir les sons, c'est quand même quelque chose de fantastique. Alors là, je vous parle de l'autospongiose. Alors l'autospongiose, donc je vous l'ai dit, c'est une maladie héréditaire qui entraîne, pour ce qui est de l'oreille moyenne, puisqu'il y a aussi des formes d'oreille interne, le blocage progressif du dernier des trois osselets, c'est-à-dire l'étrier. Il est là, hein, vous reconnaissez l'enclume, on ne voit pas le marteau parce qu'il est plus en avant, l'enclume, l'étrier avec une petite articulation ici, c'est une vue opératoire. Alors, dans ce que je vais vous montrer maintenant, à chaque fois, vous allez avoir l'illustration en 3D, en image de synthèse, et puis la correspondance sur l'acte chirurgical. Alors, cette zone dans laquelle on travaille
pour ce qui est de la chirurgie de l'autospongiose, ça s'appelle la fenêtre ovale. Elle fait grosso modo 3 mm sur 2 mm avec des zones importantes puisque le nerf facial, vous voyez, est juste ici. Donc ça, c'est évidemment une zone qui est importante pour nous à repérer puisque l'une des catastrophes de cette chirurgie, c'est évidemment la paralysie faciale, entre autres. Il y a aussi des complications possibles avec des pertes définitives de l'audition. Donc il y a une microchirurgie évidemment en permanence sous microscope. Pour l'instant, la robotisation n'a pas d'intérêt. L'endoscopie, assez peu également. Voilà, alors dans la première étape, on passe par le conduit auditif, c'est important, hein, il n'y a pas d'ouverture de l'oreille, on passe à l'intérieur, on va soulever le tympan, et on va d'abord séparer l'enclume de l'étrier. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut s'assurer que seul l'étrier est bloqué. Donc il faut les tester. On a une imagerie avant, un scanner, etc., mais c'est vraiment la dynamique de la chaîne ossiculaire qui confirme que l'étrier est bloqué. Une fois qu'on a confirmé ça, alors on va maintenant tester la mobilité. Donc vous voyez, on a des petits instruments qui permettent de toucher le marteau et qui permettent de voir que l'enclume suit les mouvements. Et l'autospongiose, vous voyez, elle est schématisée par cette tache blanche en avant. Et on teste l'étrier qui lui est bloqué. Alors là, c'est pareil, vous voyez, je touche le marteau, l'enclume suit les mouvements, alors que l'étrier est complètement bloqué. Et là, évidemment, ça entraîne une surdité de transmission. Tout ce qui concerne l'oreille moyenne, c'est ce qu'on appelle surdité de transmission, c'est facile à comprendre, c'est la transmission des sons dans l'oreille moyenne. Alors, on utilise un laser pour cette chirurgie, différents types de lasers, peu importe, en tout cas c'est un laser avec une microfibre qui permet d'aller vaporiser les branches et d'ensuite de les couper à l'aide d'une microfraise. C'est un osseau qui est extrêmement fragile. Le risque de cette chirurgie, si le traumatisme est trop important, c'est d'avoir évidemment une atteinte de l'oreille interne. On est dans des zones qui sont très très sensibles. Donc le laser nous permet de diminuer, vous comprenez, le traumatisme chirurgical d'action sur les branches de l'étrier. Donc les deux branches sont vaporisées, elles sont ensuite coupées à l'aide de cette petite fraise diamantée qu'on contrôle au pied, il y a une pédale, elle fait 7 dixièmes de millimètre de diamètre, c'est elle également dont on va se servir tout à l'heure pour faire une communication avec l'oreille interne. Je vous montrais tout à l'heure sur ma présentation la fenêtre ronde, elle est là, la fenêtre ronde. Vous avez la fenêtre ovale, la fenêtre ronde. Donc l'étrier bouge ici, transmet les sons qui reviennent dans les vibrations par cette fenêtre. L'étape suivante, c'est évidemment de retirer l'étrier, puis de mesurer. On mesure parce qu'on va adapter la longueur de la prothèse à la distance entre l'enclume et la platine. Et chaque individu étant différent, il faut mesurer, donc on a des systèmes de mesure. Et on coupera ensuite la petite prothèse que vous verrez tout à l'heure. Alors ensuite, on va créer une communication. Je vous rappelle que l'étrier est bloqué, donc par conséquent, on ne peut pas s'appuyer dessus, puisqu'il est bloqué. Si on met une prothèse comme ça ne marchera pas. Il faut donc faire une communication, une petite fenêtre, qui est faite à la fois avec le laser et ensuite avec la microfraise. Et la petite fenêtre fait 0,8 mm de diamètre, donc elle est d'abord, on vaporise d'abord la platine de l'étrier, et puis la fenêtre elle-même est réalisée à l'aide de cette microfraise. Voilà, elle tourne très très lentement, c'est nous qui contrôlons évidemment la vitesse de rotation, il ne faut pas qu'il y ait de traumatisme, donc là aussi. Et vous voyez qu'on a un petit aspirateur avec la main gauche pour contrôler ce liquide que vous voyez apparaître, que je vous montrais tout à l'heure dans l'anatomie, c'est le liquide contenu dans l'oreille interne. Donc là, on a créé une fenêtre sur l'oreille interne. Et on ne peut pas aspirer non plus, on risque de traumatisme. Alors justement, parce qu'on a créé une communication avec l'oreille interne est un milieu liquidien, on veut protéger l'oreille interne avec quelque chose qui va assurer son étanchéité. Alors là, on rentre dans des détails techniques, mais c'est intéressant parce que tous les chirurgiens qui pratiquent cette chirurgie n'utilisent pas toujours la même technique. Ça, je vous montre la technique que j'utilise. Le but étant donc de vraiment faire une étanchéité parfaite. Donc on prend une petite veine sur le dos de la main, qui est un tissu très souple et très élastique, et qu'on va aller coller sur la platine de l'étrier, avec une face de la veine qui est collante, donc on va s'en servir. C'est un tissu vivant, c'est un tissu du patient, donc il n'y a absolument aucun risque de rejet, et cette veine reste vivante définitivement. C'est intéressant parce que même si on est obligé de réopérer pour des détails techniques, plus tard, sur plusieurs années après, eh bien on voit cette veine qui est toujours en place. Alors il faut l'étaler de façon à ce qu'elle ne gêne pas la mise en place de la prothèse. Donc vous voyez, elle couvre pas seulement la fenêtre qu'on a fait, mais la totalité de la platine. Voilà, ça c'est la technique donc dite d'interposition veineuse. Certains chirurgiens ne font pas cette technique-là, vont mettre la prothèse et vont ensuite essayer de faire une fermeture à l'aide de tissu autour du fût de la prothèse pour essayer de colmater la petite fenêtre, les petites fenêtres qui peuvent rester. Vous voyez, le petit nerf que vous voyez là, ça s'appelle la corde du tympan, c'est le nerf du goût. C'est ce qui permet de
d'avoir le goût du côté de la langue. C'est important en France, ça l'est moins en Angleterre quand on fait la cuisine, mais chez nous ça reste important. Enfin, ils ont fait des progrès, donc maintenant ça devient important. Voilà, alors ensuite la prothèse. La prothèse, là aussi il y a des multiples types de prothèses. Beaucoup de chirurgiens se sont amusés à développer leur propre prothèse, en complétant un petit peu les choses à mon avis. Et là, vous voyez, j'utilise une prothèse très simple, qui est en téflon, qui est un petit piston, vous allez le voir, qui fait 4/10 de millimètre. Alors on le coupe à la longueur qui a été mesurée, et on va ensuite le mettre en place. D'un côté, le fût, vous voyez la taille du doigt par rapport à la prothèse, ça c'est l'index, et on va couper le fût qui fait donc 4/10 de millimètre de diamètre de l'autre côté. Le petit anneau, on va l'ouvrir pour aller le clipser sur l'enclume. Il faut bien l'attacher, évidemment, au deuxième osselet. Donc on l'ouvre, on force un peu son ouverture, et on va ensuite aller introduire le fût de cette prothèse à l'intérieur de cette petite fenêtre. Alors, l'introduction se fait avec différents types d'instruments, mais en tout cas, le principe, c'est celui-là. Donc, vous voyez le fût qui est introduit, et puis ensuite, l'anneau qui va passer autour de l'enclume. Et il va falloir ensuite resserrer cet anneau autour de l'enclume de façon à assurer sa stabilité, parce que le risque, évidemment, c'est qu'il se décroche. Donc, il faut resserrer. Le téflon est un matériau qui a ce qu'on appelle une mémoire de forme, donc il a tendance à revenir dans sa forme initiale, mais il faut quand même le resserrer un petit peu. Donc voilà l'aspect final. Donc on a remplacé une chirurgie qui dure en moyenne une quinzaine de minutes, hein, c'est assez rapide, et qui se fait uniquement par le conduit auditif avec habituellement des suites tout à fait simples. Voilà. Alors ça c'était donc l'autospongio, donc ça c'est la fin de la chirurgie. Essayez d'aller un peu plus vite, comme vous l'avez vu. Voilà, donc là on va passer maintenant à ce qu'on appelle la chirurgie des osselets. Alors, la chirurgie des osselets, là j'ai l'impression que je suis passé un peu vite. Bon, ça fait rien. Donc, il y a plusieurs possibilités. Là, c'est une chirurgie qui concerne l'étrier parfois, mais tous les osselets peuvent être touchés dans ces anomalies qu'on peut rencontrer. Alors, vous voyez, par exemple, ici, on a un cas où on a l'enclume qui est ici, qui est complètement érodé. Il nous reste l'étrier et il nous reste le marteau. Donc là, c'est très simple. Hein. Il faut retirer l'enclume et il faut remplacer l'enclume par une prothèse. Donc vous voyez, je vous ai donné cet exemple-là. Donc vous voyez la fenêtre ronde, on la voit bien bouger sur le côté droit. On teste le marteau et l'enclume. Donc voilà ces prothèses. Ce sont des prothèses qu'on a développées avec les laboratoires. Compte tenu du nombre de patients qu'on opère, on peut développer et mettre au point des prothèses en suivant les résultats de façon prospective, c'est-à-dire dans le temps. Donc ce sont des prothèses avec un fût en titane. Le petit sabot, vous voyez au fond, va être mis en contact avec la platine de l'étrier et l'encoche de la tête de la prothèse va passer sous le marteau. Et là, c'est un petit détail technique pour assurer encore plus de stabilité. Une technique qu'on a développée au sein de la clinique pour attacher avec ce petit anneau, un peu comme un tuteur, la prothèse. Vous voyez la fenêtre ronde, encore une fois, qui bouge de l'autre côté. Donc, ben, oui, normalement, c'était prévu avant ça. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Donc, ça, c'était un premier cas. Voilà, je crois que c'est celui-là. Donc là, on a une enclume atteinte, on vient de le voir. Donc je vous remontre juste l'animation elle-même et pas la chirurgie. Donc on a une atteinte de l'enclume, donc vous comprenez bien le problème. Et la reconstruction va se faire à l'aide d'une prothèse qui peut être placée sur la tête de l'étrier ou, comme vous l'avez vu, directement sur la platine et placée ensuite sous le marteau. Deuxième possibilité, on peut avoir l'enclume et l'étrier et il nous reste que le marteau. Donc ça complique un petit peu les choses. En fait, c'est fantastique comme chirurgie parce qu'il faut s'adapter à chaque cas que l'on rencontre. Et finalement, même si la chirurgie de l'oreille peut paraître toujours identique, elle a beaucoup de différences et c'est ça qui évidemment fait son intérêt. Donc voilà, et il nous reste l'étrier donc qui est également touché, petite erreur dans le schéma tout droit. Donc on va placer une prothèse là entre ce qui nous reste, c'est-à-dire le marteau et la platine de l'étrier. Donc voilà typiquement le cas. Donc vous voyez que là, il n'y a plus d'étrier. Il nous reste seulement ce qu'on appelle la platine. L'enclume a été détruite en grande partie et il ne reste que le marteau. Alors, on va dans un premier temps tester la mobilité de la platine. Il faut s'assurer que la platine de l'étrier soit mobile. Donc, on a des moyens pour pouvoir le tester, mais c'est vraiment un test mécanique. Vous voyez, on va directement la toucher. Et là, donc, on sait qu'on peut s'appuyer dessus. Donc, on va choisir une prothèse qui correspond à ça. Elle est coupée à la longueur mesurée également. À chaque fois, on adapte la longueur et on place le marteau directement dans l'encoche. Vous voyez, les deux mains doivent être libres. Hein. C'est une chirurgie par le conduit auditif uniquement, toujours. Même cette chirurgie se fait par le conduit auditif. Et il faut absolument avoir les deux mains libres pour pouvoir vraiment diriger la mise en place de la prothèse. On peut avoir un autre cas, comme celui-là par exemple, où on va avoir
l'enclume, les 3 osselets qui sont atteints. Donc là, il faut reconstruire l'ensemble de la chaîne ossellaire. Vous comprenez que, évidemment, le taux de réussite dépend des constatations préopératoires. C'est plus compliqué de réparer quand il ne reste plus d'osselets que lorsqu'on a pratiquement la totalité des osselets. Donc dans ce cas, on va avoir ce type de situation où il nous manque pratiquement tout. Et on a toujours un étrier mobile. Donc dans ce cas, on va, ça aussi c'est des techniques qui ont été mises au point chez nous. On reconstruit d'abord un marteau avec une prothèse en titane qui est insérée sous le tympan, plus une deuxième prothèse qui vient s'y attacher. Voilà, donc ça c'est la reconstruction. Donc vous voyez, c'est typiquement ce cas, avec, il ne reste que la platine de l'étrier. Donc là encore, on va aller tester sa mobilité. Et là, le nerf facial, je vous montre le nerf facial qui est juste ici, on le voit très très bien. Donc on teste sa mobilité et on va aller donc insérer d'abord cette prothèse, elle est très, très intéressante, avec 2 petits crochets qu'on insère dans le conduit auditif, et puis un marteau, finalement un nouveau marteau, qu'on place là où on veut, en titane, et ensuite la mise en place d'une prothèse dessous. Donc vous comprenez que là, on a reconstruit une chaîne complète, toujours avec le test de la fenêtre ronde du côté gauche. Et puis je crois que j'ai choisi encore un autre exemple. On peut avoir un étrier bloqué. Dans ce cas-là, souvent d'ailleurs associé à une anomalie de l'enclume, donc il faut faire un petit peu ce que je vous ai montré avec l'autospongeau, sauf que là, puisque l'enclume est atteinte, on ne peut pas l'utiliser. Donc on va mettre une prothèse directement sous le marteau. Ça aussi, ce sont des prothèses qu'on a développées au sein de la clinique. Donc voilà, typiquement, ça c'est ce qu'on appelle de la tympanosclérose, pour vous donner tous les termes. C'est des calcifications de l'oreille moyenne qui sont des séquelles de l'otite. Donc là, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais il y a un étrier qui est là, une espèce de masse bloquée, et ici, il ne nous reste que le marteau. Donc on va enlever l'étrier. C'est des chirurgies qui sont un peu plus délicates, puisqu'il faut vraiment fraiser la totalité, reconstruire finalement une fenêtre ovale, et pas seulement faire un trou comme quand on a une platine normale. Donc il faut fraiser tout doucement pour arriver au fond de cette zone calcaire. C'est pas du calcaire, mais c'est juste une image que je peux vous donner, et pour arriver enfin à quelque chose de suffisamment fin pour pouvoir faire la petite fenêtre de tout à l'heure, toujours pareil, de 0,8 mm de diamètre, suivi de l'interposition de la veine, et puis ensuite la reconstruction par ces prothèses. Donc, elles sont différentes. Le fût est en téflon, il fait 4 dixièmes de millimètre aussi, il est coupé à la longueur mesurée. La tête est en hydroxyapatite, c'est-à-dire en os artificiel en quelque sorte. C'est pour ça que la compatibilité est très très bonne. Et puis on va donc insérer d'abord le fût dans l'ouverture et ensuite insérer le marteau dans l'encoche. Alors ce sont des prothèses qu'on a développées par rapport justement, je vous disais tout à l'heure, aux résultats que nous publions avec des études comparatives entre les différentes techniques et des travaux avec les laboratoires qui nous permettent vraiment d'avancer. Voilà, alors ça c'était la partie qui me concernait beaucoup, c'est la chirurgie de l'oreille moyenne, mais je ne peux pas m'arrêter à la chirurgie de l'oreille moyenne. Ça m'a donné du travail d'ailleurs, parce qu'il a fallu que je bosse un peu de mon côté aussi pour vous donner quelques éléments plus complets sur l'oreille interne, qui n'est pas trop ma tasse de thé, mais qui est fondamentale. Et finalement, j'ai beaucoup aimé le travail que m'a demandé Marc, parce que ça m'a fait d'ailleurs évoluer moi-même. Donc on va parler des implants. Alors ça, vous en avez entendu parler, il y a 3 types d'implants. Je ne parle pas des appareils auditifs, on parle toujours d'une action chirurgicale ici. Il y a les implants externes, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'os, en arrière en général. Les implants d'oreille moyenne, donc, qui vont être implantés à l'intérieur de la cavité de l'oreille moyenne, et puis les implants cochléaires, dont on parle beaucoup, vous en avez entendu parler, et l'élément d'énergie est différent, c'est une énergie mécanique sur les 2 premiers, c'est une énergie électrique pour les implants cochléaires, alors que les prothèses auditives, c'est encore une source d'énergie, elle est complètement acoustique. Alors, ça c'est ce qu'on appelle un implant ancrage osseux, il va être implanté dans l'os du crâne en arrière de l'oreille, et on va utiliser les propriétés vibratoires de l'os du crâne pour transmettre directement les vibrations à l'oreille interne. Parce que je vous rappelle que pour l'instant, tout ce que vous entendez ne sont que des vibrations, et que c'est au niveau de l'oreille interne que ces vibrations sont transmises en musique. Par exemple, François-René, quand tu joues du Liszt, ça ne devient du Liszt que dans la cochlée, et pas avant. C'est ça que j'intéresse. Voilà, donc vous voyez la transmission, c'est une transmission d'énergie mécanique directement à l'oreille interne. Voilà, alors c'est des indications particulières évidemment. Ensuite, on a quelque chose de plus sophistiqué, qu'on appelle les implants d'oreille moyenne. Le voilà l'implant. Alors cet implant, lui, il va être mis à l'intérieur de l'oreille et il va être relayé à un capteur qui est un ordinateur en quelque sorte, qui va être placé lui derrière l'oreille. Vous voyez les petites vis qui vont
mettre en place l'implant d'oreille moyenne, avec ce petit vibrateur à la fin qui lui va être placé sur les osselets. Je vous rappelle qu'on est dans une énergie mécanique, hein, là, pas électrique encore. Voilà, donc ça c'est l'amplificateur, enfin le processeur qui est à l'extérieur, qui est relié, clipsé, qui n'est pas clipsé, qui est relié par aimantation à l'implant qui lui est à l'intérieur de l'oreille. Donc les sons, pareil, c'est toujours le même principe, arrivent sur le processeur et vont être ensuite transformés en ondes électriques, cette fois par l'implant qui transmet les vibrations ensuite aux osselets. Là aussi, ce sont des indications particulières. Donc vous voyez, on vient accrocher ces petites zones d'implant sur les différents osselets. Alors cette chirurgie d'oreille moyenne se pratique aussi chez nous et on obtient ces vibrations-là. Alors c'est intéressant parce que ça s'est beaucoup développé et qu'il y a quand même, il y a toujours une partie externe, voyante, qu'on peut enlever puisque c'est une partie qui s'aimante. Et donc vous voyez, il y a des jeunes filles qui se sont empressées de développer des modèles comme ça pour essayer de donner un petit côté sympa, ce qui est pas facile, à ces prothèses externes, qui sont en train de se miniaturiser de plus en plus. Alors on passe aux implants cochléaires. Ça c'est intéressant parce qu'on va partir dans une partie qui est pleine d'avenir, même si pour l'instant on est au maximum des capacités des implants cochléaires actuels, il y a beaucoup de progrès à attendre de ce domaine. Donc le principe c'est toujours à peu près le même, sauf qu'à la fin c'est une énergie électrique, donc vous avez, vous voyez quand même encore des implants externes. Cette partie-là, vous voyez en transparence, est à l'intérieur de l'oreille. Et là, l'intérêt, ça s'adresse à des surdités d'oreille interne. Donc on ne peut pas aller utiliser la chaîne des osselets, puisque le problème est dans l'oreille interne. Donc on va shunter la chaîne des osselets, et on va shunter les cellules. On met donc une fibre électrique, en fait, qui s'enfonce le plus loin possible dans la cochlée, et on essaie de remplacer les cellules sensorielles détruites par des fibres, des électrodes. Alors c'est intéressant parce qu'on est actuellement à des implants cochléaires à 22 électrodes, alors qu'au début on commençait avec une électrode, et qu'on est très très loin du compte, puisque je vous rappelle qu'on a entre 3000 et 15 000 cellules neurosensorielles. Mais enfin, il y a quand même une évolution des techniques qui est très intéressante. Voilà, donc après, le mécanisme est le même. On arrive, pour que ça fonctionne évidemment, il faut un nerf auditif qui soit fonctionnel. Les limitations pour l'instant sont liées à ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'implant, c'est entre 500 et 5000. On ne peut pas faire mieux, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Mais, et puis surtout, on essaie de respecter la tonotopie, hein, l'organisation par fréquence dont je vous parlais au début, et l'évolution des implants, vous voyez, par rapport au début en 1978 jusqu'à ce qu'on a maintenant, en 2015, donc encore maintenant, on a une reconnaissance de la parole chez la plupart des gens. Au début, c'était déjà énorme, parce que c'était des gens qui n'entendaient rien du tout, et ça leur permettait, avec le premier des implants, de percevoir au moins des sons, ce qui était quand même formidable. C'est un peu comme un aveugle à qui on permettrait de percevoir des ombres. Voilà, bah c'est énorme déjà. Mais évidemment, maintenant, c'est très sophistiqué, et le but, c'est évidemment la reconnaissance de la parole pour tous. On n'y est pas tout à fait encore. Alors, voilà les implants, vous voyez, on est aux 22 canaux, on est au maximum maintenant, parce qu'on est dans une activité électrique, et que si on augmente trop le nombre d'électrodes, on est dans un tissu vivant, dans un tissu très petit, on va avoir des risques de diffusion électrique, et là, c'est pas possible. Donc on est au maximum. Mais vous allez voir, il y a des techniques sur lesquelles les chercheurs réfléchissent. Alors voilà l'implant, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, avec l'implantation tout au long de la cochlée, et vous voyez, donc on va s'adresser aux basses fréquences tout à fait en haut, puis aux hautes fréquences en bas. Donc il faut arriver, c'est important ça, ces implants cochléaires, il faut arriver à les placer parfaitement. Alors on utilise évidemment les scanners 3D opératoires pour suivre la progression de la fibre à l'intérieur de la cochlée, pour être sûr qu'on la place parfaitement bien. Mais on respecte la tonotopie, mais il y a quand même beaucoup de zones qui ne vont pas fonctionner, évidemment, vous vous en doutez. L'évolution, c'est l'un des éléments sur lesquels les travaux se font, c'est d'arriver à essayer d'améliorer le contact entre les électrodes et les neurones, c'est-à-dire les cellules neurosensorielles de la cochlée, plutôt les neurones, les cellules du nerf auditif, et avec l'utilisation probablement de facteurs de croissance permettant d'augmenter cette croissance nerveuse. Et on part dans des techniques de nanotechnologie. Pour l'instant, c'est des projets de recherche, mais qui sont en train d'évoluer de manière très intéressante. Alors, quelques exemples également, j'espère que ça va marcher. Qu'est-ce qu'on entend avec un implant cochléaire? C'est intéressant parce que on a des simulations qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Alors, un canal, voilà ce que vous entendez. Ça, c'était le début. Quelqu'un qui parle, hein. À 4 canaux, ça commence.
use to catch them? What kind of bait do you use to catch them? What kind of bait do you use to catch them? What kind of bait do you use to Grosse catch différence, salmon? hein, c'est un énorme progrès, mais on est encore loin du compte. Mais le pire, c'est à venir, c'est avec la musique. Alors ça, François René, je suis désolé, mais c'est encore pire pour l'instant. La musique, c'est très compliqué, la voix, c'est plus simple, la musique, il y a tellement de tonalités, de fréquences différentes, que là, c'est vraiment un gros... On dirait qu'on fait de la house plus haut. Vous savez, le truc de l'ado, là. Rien à voir. Extraordinaire, hein, ça. C'est une situation qui paraît vraiment fondamentale parce qu'elle permet d'éclairer exactement, parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, mais là, ça permet de toucher directement ce que les gens vont essayer de percevoir avec un implant pour l'instant encore limité, mais qui est en pleine progression. Enfin, on est encore vraiment loin. Alors évidemment, la neuroplasticité, donc il faut implanter, on est dans des questionnements importants. Je vous le disais tout à l'heure, l'audition permet, grâce à la plasticité neuronale, d'augmenter les connexions, et si on ne stimule pas le cerveau très tôt, eh bien on va avoir les aires auditives qui vont dégénérer, et le problème va être très compliqué pour permettre à un enfant d'entendre lorsqu'il est implanté trop tard. On a des dégénérescences par exemple de ces contacts nerveux, alors que si on les stimule, ils vont continuer à fonctionner. Et ça, c'est un élément important. On a mis du temps à implanter tôt les enfants. Puis vous savez qu'il y a eu toute une période de conflit très fort entre les personnes sourdes qui refusaient que leurs propres enfants soient implantés. Ça faisait référence à des questions ethniques, puisqu'on considérait qu'ils étaient dans une ethnie différente. C'est un combat qu'on pouvait comprendre hein, pour une certaine partie, mais qui a été un gros problème pour pouvoir implanter. Maintenant, le problème est réglé. Avec l'évolution des implants, ça a beaucoup joué. On entend dès la 20e semaine de grossesse et la croissance cérébrale dans les 3 premières années de la vie. Donc tout ça, c'est lié. C'est pour ça que l'implantation est vraiment nécessaire. Et vous voyez, l'acquisition du langage se fait jusqu'à 7 ans, mais l'âge idéal pour l'implantation, c'est les 3 premières années. Donc ça, maintenant, on implante les enfants le plus tôt possible. Et on les implante d'ailleurs maintenant des deux côtés, la plupart du temps. Alors ça, c'est une séquence émotion. C'est un petit bébé qui entend, qui vient d'être implanté, et qui va entendre la voix de sa maman pour la première fois. Yeah. Hello. Hello. I've never seen that face before. Hi. Are you emotional? You're gonna make me cry. Hi. C'est quand même fort. Hi. Voilà. Et ce sont des enfants qui vont avoir un développement normal ensuite. On s'aperçoit qu'ils ont une scolarité qui est aussi bonne que maintenant la scolarité des enfants non sourds. Alors, je ne m'étends pas là-dedans. On a ensuite des implants du tronc cérébral. L'implant cochléaire, c'est quand le nerf auditif est présent. Mais malheureusement, il y a des cas où le nerf auditif a été coupé, pour des raisons de tumeur par exemple. Donc on va implanter l'implant, la partie distale de l'implant, l'extérieur elle-même, on implante directement dans le tronc cérébral qui est une partie du cerveau. Alors la dernière partie de ma présentation sont les voies du futur. Alors c'est un domaine qui n'est pas le mien, que je connais un petit peu mais qui est évidemment pas dans mon activité quotidienne, qui est vraiment extrêmement intéressante. Il y a deux thérapies fondamentales qui sont l'avenir pour tout le monde, et pas seulement d'un point de vue surdité. D'ailleurs la médecine est en train de changer de manière fondamentale. Rien ne sera plus comme avant avec les thérapies géniques et la thérapie cellulaire, c'est-à-dire les cellules souches. Alors pour l'instant, dans le domaine de l'oreille, ça n'est pas encore véritablement prêt, loin de là même, mais vous allez voir, dans beaucoup d'autres domaines de la médecine, les choses arrivent. Ce sont des manipulations qui sont extrêmement pointues, qui sont même probablement in utero. Alors quel est le principe de la thérapie génique? Très rapidement, on a identifié un gène qui est responsable de la maladie et on veut transformer ce gène. Alors on va prendre un gène dit thérapeutique, c'est-à-dire qui lui n'a pas la maladie, et on va aller prendre une partie de ce gène. On va prendre un ADN, une partie seulement, et on va aller l'implanter grâce à un virus. La difficulté c'est ça aussi, il faut un virus qui est un vecteur, c'est une espèce
de transporteur, si vous voulez, qui va permettre de greffer finalement, ou tout simplement de transporter. La greffe se fait automatiquement ensuite sur le gène défectueux qui s'en trouve corrigé. Donc c'est vraiment une mécanique de l'oreille, enfin du gène. Voici ça le principe. Hein. Vous voyez, donc l'ADN part dans un virus. En fait, c'est deux brins d'ARN qui s'intègrent dans un virus. Le virus donc se déplace, transporte ce gène, cette partie du gène, cet ADN, et va ensuite pénétrer dans la cellule. Il va pénétrer dans la cellule, il va relâcher la partie ADN thérapeutique qui a été prélevée, et lui, tout seul, il sait ce qu'il a à faire, hein, cet ADN thérapeutique. Il va rentrer dans la cellule et il va aller corriger la zone malade, ou la zone anormale. Donc voilà la libération des deux brins d'ARN, et on va avoir la rentrée dans la cellule cible qu'on veut traiter, et on va rentrer évidemment dans l'ADN de la cellule, et on va aller corriger cet ADN. Vous voyez, il y a des techniques de manipulation génétique qui sont très complexes. Alors on transporte cet ADN, et on va l'amener à l'intérieur de la cellule. Et vous allez voir ce qui va se passer. On va donc rentrer en contact avec l'ADN de la cellule malade, en tout cas atteinte, et la cellule s'ouvre, l'ADN s'ouvre, et l'ADN vient se greffer. Donc ça veut dire que jusque-là, on n'enlève pas la partie malade, on n'enlève pas une partie du gène, on va coller une partie du gène à la place. Alors maintenant, c'est encore des techniques qui évoluent. En fait, au moment où la greffe se fait, la partie est détruite également, l'ancienne partie. Enfin, c'est un détail. En tout cas, c'est ça le principe de la thérapie génique. Je crois que c'est intéressant de vous montrer. Alors, elle s'utilise dans certains domaines déjà, par exemple en ophtalmologie, avec. Vous voyez, c'est ça le principe. On prend un virus dans lequel on met l'ADN. Et là, c'est intéressant parce que l'œil est un organe facile d'accès, donc on va pouvoir injecter directement le gène, enfin l'ADN thérapeutique à l'intérieur de l'œil, et la correction va se faire directement de cette manière. Alors, c'est je crois maintenant un produit qui n'a pas été utilisé à nouveau. Ouais, ce sont des coûts, hein. Il y en a certains, pour une injection, c'est 1 million d'euros. On est encore dans une situation complexe. Alors, on est, vous voyez, entre 1989, 200 essais cliniques dans cette thérapie génique, principalement dans les cancers, évidemment, on le comprend bien. Et là, il y a d'énormes progrès qui ont été faits avec cette thérapie génique. Et quand je vous disais que la médecine allait être transformée, c'est vrai pour tout, pour l'arthrose aussi, et pour toutes ces choses-là. Je pense que dans les années qui viendront, les actes chirurgicaux vont probablement être modifiés. Bien qu'il faille une activité chirurgicale pour aller rentrer le gène thérapeutique. Alors pour l'oreille, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de vecteur idéal. Le vecteur, je vous rappelle, c'est le transporteur. Il faut donc trouver le virus. Le problème de virus, c'est des virus qui sont dérivés du virus du sida. Donc ça aussi pose des problèmes. Alors ils sont totalement inoccultés, mais c'est pas aussi simple. Donc les travaux se font aussi sur les nanoparticules. C'est évidemment l'avenir aussi du transfert de ces choses. Mais pour l'instant, l'oreille, c'est compliqué. Alors par contre, malgré tout, des travaux de recherche, je vous ai sélectionné celui-là parce qu'il est vraiment facile à comprendre. Le syndrome de Usher, c'est une malformation, c'est une anomalie génétique qui est très grave, puisque ce sont des enfants qui vont avoir à la fois une surdité évolutive et une cécité évolutive. Donc ils ont à la fois les deux organes principaux des sens, hein, qui sont l'œil et la vision et l'audition, qui vont disparaître. Donc c'est terrible, hein, parce que ça évolue et sans qu'on puisse rien faire. Alors, ils ont le vecteur, on a identifié, on sait comment le traiter, c'est le gène celui-là, USH1G. Donc vous voyez une photo sur c'est un travail, c'est des travaux qui ont été publiés à l'Institut Pasteur, chez un cobaye. Donc vous voyez la cellule ciliée normale, pour rappeler les formes que je vous ai montrées tout à l'heure. Dans le syndrome de Usher, la cellule, vous voyez, est complètement désorganisée. Et après une dose unique de ce gène, on reconstruit la cellule. Donc vous voyez quand même qu'on est en pleine évolution. Donc on a vraiment des résultats anatomiques très clairs. Donc évidemment ça portera ses fruits chez nous, mais pour l'instant c'est compliqué. Parce que l'accès à la cochlée, l'accès à cette petite zone cochléaire est compliqué. Et les travaux qui sont faits, ça c'est très intéressant, très rigolo, parce que nous on a des problèmes éthiques qui sont importants, mais dans nos pays européens, et en France en particulier, l'éthique freine évidemment beaucoup l'évolution des travaux. Mais aux États-Unis, en Chine en particulier, l'éthique n'est pas du tout la même. On en parlait avec Marc tout à l'heure, mais évidemment là, eux, ils sont en pleine évolution parce qu'ils se foutent pas mal de ces problèmes-là qu'on peut se poser, nous, compte tenu de notre ancienneté, évidemment. Alors il y a un type aux USA qui travaille là-dessus, avec un gène qui est identifié, qu'on connaît. Et lui, il veut restaurer les cellules ciliées des types qui ont perdu une partie de leur audition à la suite de traumatismes sonores,
Donc il a tout un tas de mecs qui sont prêts à venir chez lui. C'est intéressant parce qu'il se prépare, tous ces mecs des stars du rock des années 60 sont en train de rentrer sur une liste d'attente avec lui et sont prêts à tester cliniquement le produit. Le principe, hein, c'est d'aller... Alors c'est intéressant, rapidement, vous reconnaissez les cellules, ciliés internes, ciliés externes. Sous ces cellules, on a ce qu'on appelle les cellules de soutien. Le principe avec ce gène, c'est de transformer les cellules de soutien en cellules ciliées. Vous voyez, hop, on les fait monter et elles deviennent des cellules ciliées. Voilà, c'est ça le principe. Ça marchera, c'est évident, mais pour l'instant, c'est uniquement à l'étude expérimentale. Donc c'est de façon imagée, vous avez cette évolution-là, avec la destruction des cellules, et à droite, donc vous voyez, la destruction des cellules et la possibilité de pouvoir injecter, amener ces produits qui permettraient aux cellules de soutien de se transformer en cellules neurosensorielles. Donc c'est ce qu'on appelle la régénération, avec évidemment le développement des techniques d'imagerie 3D, donc ça veut dire qu'on pourra faire ces diagnostics très tôt, et on pourra intervenir également très tôt au niveau de ces éléments. À l'intérieur même de la thérapie génique, ça c'est très intéressant, ce ne sera pas long, ne vous inquiétez pas, on parle de ce qu'on appelle l'optogénétique. Alors c'est une combinaison entre l'optique et la génétique. Je vous disais tout à l'heure, et c'est très important pour les implants cochléaires, je vous disais tout à l'heure sur les implants cochléaires qu'on était limité à 22 électrodes pour des raisons électriques, et beaucoup de chercheurs sont en train de travailler maintenant sur un autre système de transmission par LED. Donc on n'est plus dans l'électricité, mais on est dans l'optique, donc dans la lumière. C'est-à-dire qu'on va essayer de transmettre l'énergie avec la lumière. Le problème, c'est que les cellules neurosensorielles ne sont pas photosensibles. Que ce soit les cellules du cerveau, les cellules auditives et les cellules de la rétine aussi quand elles sont détruites. Donc il faut une manipulation génétique, c'est là où intervient la génétique, pour rendre photosensibles les cellules neurosensorielles. Et ensuite, lorsqu'elles sont devenues photosensibles, alors à ce moment-là seulement, on pourra insérer un implant cochléaire à LED. Et là, c'est très intéressant parce qu'au lieu d'avoir 22 électrodes, on peut en avoir au minimum une centaine, probablement plus. Donc vous pouvez imaginer que le traitement du signal ne sera pas le même. Alors évidemment là, c'est lié à une protéine qui a été découverte dans une algue et qui était responsable de cette transmission. C'est utilisé beaucoup maintenant au niveau cérébral déjà, parce que c'est plus facile dans certains types de maladies. Et donc c'est la combinaison des deux, hein, je vous l'ai dit, alors ces sondes qui sont préparées comme ça, à micro-LED qui vont être insérées à l'intérieur de l'oreille. On a aussi donc ces problèmes de cellules souches. Alors là aussi, évidemment, c'est un avenir important. Qu'est-ce que c'est que la cellule souche par rapport à la thérapie génique? C'est différent. Là, c'est une greffe, c'est-à-dire qu'on va recréer des cellules qui vont aller remplacer des cellules manquantes. En gros, c'est ça. C'est souvent des cellules embryonnaires. Alors attention, il ne faut pas se tromper. Si vous regardez dans le commerce, vous allez avoir des tas de trucs comme ça. Avec stem cell, en anglais, ça veut dire stem cell, c'est les cellules souches. Donc ça, c'est pas les vrais. Hein. Ça n'existe pas, ça. Ne vous mettez pas des crèmes comme ça à base de cellules souches. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre ami, là, Kardashian, qui produit une gamme de produits de beauté, est persuadée qu'elle utilise des produits avec des cellules souches. Et vous voyez, elle a trouvé un type, parce qu'on en trouve toujours, qui est venu lui proposer ses services et qui lui a fait un prélèvement sanguin en lui disant qu'il allait mélanger les cellules souches et qu'ensuite il allait lui repasser ce prélèvement sanguin avec ses cellules souches sur le visage. Alors voilà, vous voyez, très intellectuel notre star du rock. Alors, la thérapie cellulaire, donc c'est les cellules souches. Qu'est-ce que c'est que les cellules souches? Ce sont des cellules qui sont capables de se diviser de manière indéfinie et qui vont pouvoir remplacer la totale. Alors, il y a différents types de cellules souches, on ne va pas rentrer là-dedans, mais celles dont je vous parle sont des cellules qui sont capables de remplacer tous les organes. Donc, vous voyez, par exemple, sur des cellules dites pluripotentes, parce qu'elles font tout ça, donc à partir de ces cellules d'origine embryonnaire, la plupart du temps, on peut faire des cellules du foie, on peut faire des neurones, on peut faire des cellules de l'os, de l'hémocide, du sang, etc., etc., etc. Donc, évidemment, c'est la même question pour l'oreille. Avec des essais validés déjà, hein, pour les grands brûlés, la greffe de moelle, ça c'est des essais validés. Ensuite, on a beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours, en particulier pour la DMLA et la cardiologie. Ensuite, pour la sclérose en plaques. Et puis, bien sûr, dans les projets futurs d'efficacité de cette technique, c'est évidemment la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est évidemment tout ce qu'on attend, le Parkinson également. Alors, ensuite, pour la cochlée, c'est plus compliqué, toujours pareil, on en est bien loin pour l'instant. Il faudrait pouvoir reconstruire des cellules. Alors, la plus grosse difficulté, il y en a plusieurs, c'est comment aller insérer des cellules souches à l'intérieur de ce petit organe qui est minuscule, sans détruire l'organe lui-même.
Et puis, comment, ça aussi c'est une grosse question. Il ne suffit pas d'aller refaire les cellules, il faut aussi qu'elles s'adaptent à cette fameuse tonotopie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse des cellules souches pour les fréquences aiguës, pour les fréquences médium, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'obstacles. Mais enfin, il y a énormément de chercheurs qui travaillent là-dessus. Alors en résumé, les voies du futur, c'est tout ça, avec donc la thérapie génique, les cellules souches, les implants qui vont se développer, et puis des médicaments. Hein. Il y a aussi une thérapeutique qui pourra être utilisée après ces différents travaux. Alors je termine avec ça. Je vous ai parlé de mon activité de chirurgien. Le chirurgien doit avoir confiance en lui, parce que sinon ça ne marche pas. Mais parfois, un excès de confiance pose problème. Alors vous savez, on apprend tout de la vie, et finalement on apprend surtout de ses erreurs. Et en tant que chirurgien, en tant que médecin en général, et en tant qu'homme, je pense qu'il faut rester humble et savoir réfléchir sur ses propres échecs. Puisque je crois vraiment que c'est à partir des échecs qu'on progresse. Et dans cette chirurgie de l'oreille, les échecs sont évidemment nombreux, pas si nombreux que ça quand même, parce que sinon vous n'allez pas me voir, mais il y en a. Et il faut savoir les accepter. Il y a des complications, il faut savoir les montrer, il faut savoir en discuter. C'est le but de nos échanges scientifiques, de pouvoir parler de ça. Il y a très longtemps, les grands professeurs ne parlaient jamais de leurs échecs. Il n'y avait jamais d'échecs. Mais maintenant, ça a changé. On échange les idées sur les échecs, et ça c'est très important. Donc voilà, comme on est un pays de viticulture, moi je suis de Mazoc, à côté de Néoul, comme l'a rappelé Marc, et la clinique est à Béziers, donc c'est le Languedoc, ils font également du très bon vin. Donc j'ai pensé que ça reflétait assez bien la difficulté de trop de... Da habe ich ihm natürlich gesagt, verkauft doch die Trinker den alten Schuppen. Sie möchten mich doch bestimmt vorher probieren lassen, oder nicht? Was für ein Laden. Ja. Doch. Das lässt hoffen.